Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans Territoire d'Info, une émission de Public Sénat de Sud Radio et de TV5 Monde avec les extraits des meilleures interviews politiques de la semaine. On a démarré lundi avec Christian Estrosi, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui relance la polémique sur les supposés fichiers S entrés sur le territoire national sans aucun contrôle. Le 11 août 2015, et il y a eu un passage d'un convoi de 50 Saoudiens non contrôlés depuis le tarmac de l'aéroport de Nice jusqu'à l'intérieur de nos frontières. Eh bien moi je vous le dis, il y a des fichiers S parmi eux. Pourquoi le gouvernement ne fournit-il pas, et je le lui demande, la liste des 50 personnes qui sont passées ce jour-là? Et alors à ce moment-là, on fera le comparatif. Et on verra bien s'il y avait des fichiers S ou pas. Soit le gouvernement a le courage de fournir cette liste pour prouver qu'il a raison, soit il ne la fournit pas. Et ça veut dire qu'il ne veut pas montrer qu'il y avait des fichiers S ce jour-là. Je demanderai qu'il y ait une commission d'enquête, parce que si on donne des instructions au gouvernement pour laisser passer des ressortissants de la péninsule arabique sur l'aéroport de Nice, 1200 l'année dernière, sans contrôle, je pense que sur les plateformes internationales de Toulouse, de Marseille, de Bordeaux, ou encore de Paris, qui sont sans doute les plus importantes, il y a exactement les mêmes instructions, j'en suis convaincu. M. Rachlin est un peu flou sur tout ça, donner des leçons quand on est opposé à toutes les mesures de sécurité de notre pays, mais ça c'est le Front National, ce vieux parti archaïque et conservateur qui depuis 50 ans, dans la même dynastie, décline les mêmes choses. Quand vous pensez que ce parti a refusé, s'est opposé à la loi PNR, c'est-à-dire le contrôle des fichiers de passagers internationaux à Bruxelles, il s'y est opposé, il faut que les Français le sachent. Lorsque vous savez que sur la loi sur le renseignement, très clairement, comment peut-on s'exprimer sur la sécurité quand on s'oppose à donner aux services de renseignement français au Parlement les moyens nécessaires? Comment dans mon conseil municipal, alors que je propose au lendemain des attentats que l'on renforce les réseaux de caméras de vidéosurveillance, l'armement des policiers, vous avez demandé la dissolution de l'UOIF, vous l'avez demandé à Manuel Valls officiellement? Non, je n'ai pas demandé la dissolution de l'UOIF, absolument pas. Le Front National ne vise pas la même chose que nous, alors que l'UOIF appartient aux 90% de musulmans de France qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Monsieur Rachlin, au lieu de dénoncer le salafisme qui est en train de s'implanter dans des caves, des garages, des lieux clandestins comme je le fais et dont on laisse passer d'éminents représentants sans les contrôler dans nos aéroports, se cache bien de le faire. Peut-être ont-ils des accointances de ce côté. La réalité, c'est qu'ils cherchent à tisser un écran de fumée. Il y a des règlements de compte chaque semaine, notamment dans les quartiers populaires de Marseille. Ne faut-il pas, comme le propose un député socialiste, Christian Menucci, de dépénaliser le cannabis, justement, pour lutter contre ce trafic? Eh bien, ce serait pire. Ce serait pire. Aujourd'hui, la lutte contre les trafiquants de drogue, les narcotrafiquants, doit être une de nos priorités. Et si nous voulons pouvoir mener cette lutte, il faut que la lutte contre le trafic de cannabis, qui n'est même plus menée depuis des années, devienne un délit avec des condamnations extrêmement lourdes. Nuit debout ne trouve pas grâce à vos yeux. Ce sont des citoyens qui sont en colère. Vous-même, en tant que citoyen, vous ne les comprenez pas. Vous ne pourriez pas les rejoindre. Mais nous sommes tous en colère. Et une majorité de Français est en colère lorsque vous voyez la cote de popularité du président de la République. Mais est-ce que la colère justifie que l'on puisse aujourd'hui dégrader, occuper le domaine public, que vous savez, nous serions au lendemain du Bataclan, au lendemain. Vous pensez donc que il faut les interdire. Est-ce que vous pensez, je vous pose une question, oui. Est-ce que vous pensez que si nous étions au lendemain... On est là pour vous poser les questions. Oui, mais je réponds par une question. Oui. Est-ce que vous pensez que si nous étions au lendemain du Bataclan, les mêmes iraient occuper les espaces publics? Non, Manuel Valls a tort de ne pas avoir le courage de la réforme. La réforme telle qu'elle était proposée au départ, je le dis, vous voyez, en toute décontraction, la loi El Khomri, avec l'assouplissement du temps de travail, avec les 35 heures qui sautaient, avec la discussion entreprise par entreprise, avec le plafonnement des indemnités pour les prud'hommes, avec la réforme du Code du travail, était une très bonne loi. Le gouvernement devait avoir le courage de la réforme. Le problème, c'est que ce gouvernement est un affreux conservateur. Si M. Macron
est effectivement, comme je le suis moi, un réformateur, eh bien qu'il vienne mercredi matin au Conseil des ministres en supprimant les 35 heures. S'il ne vient pas mercredi matin en supprimant les 35 heures, ça veut dire que ce qu'il propose est un écran de fumée, c'est un petit club de rien du tout pour essayer de sauver le soldat Hollande et rien d'autre. Le député maire de Meaux, Les Républicains, Jean-François Copé, qui était notre invité mardi, ne reconnaît plus Manuel Valls et qualifie de terrible gâchis les propositions du Premier ministre de surtaxer les CDD. Je pense que c'est un terrible gâchis. On avait au départ une loi qui était pleine de bonnes intentions. Il s'agissait de réduire les contraintes absolument énormes qui se posent aux entreprises françaises pour créer de l'emploi. J'avais même dit d'ailleurs au départ que c'est une loi que la droite aurait dû faire. Vous voyez, c'est vous dire qu'entre ça au départ et aujourd'hui l'atterrissage avec la surtaxation des CDD, on se dit mais quel gâchis. Je dois dire que nous sommes passés de la loi travail à la loi El Khomri, qui était déjà un premier recul, et voilà que nous sommes à la loi UNEF. J'avoue que les bras m'en tombent. Je vais vous dire, je ne reconnais pas Manuel Valls en fait. Moi, on m'a toujours expliqué que le Premier ministre, et d'ailleurs c'est pour ça que je lui trouvais un certain tempérament, c'était quelqu'un qui tenait dans les moments difficiles. Et je vois aujourd'hui un Premier ministre obligé d'aller à Canossa. Je pense d'ailleurs qu'il ne le fait pas de sa seule volonté, uniquement parce que le syndicat UNEF, c'est pas du tout les étudiants ni les jeunes de France, c'est l'UNEF, qui est le syndicat socialiste, a exigé que cette loi ne soit pas adoptée. Il y a un instant à l'autorité de Manuel Valls, avec un point d'interrogation, c'est un peu ce que vous avez dit. Est-ce que, de la même façon, est-ce qu'il faut évacuer à vos yeux, une façon définitive, la place de la République avec le mouvement Nuit debout, et comme dans d'autres villes de province, par exemple ? Oui, mais alors ça, c'est l'autre volet, c'est l'autre volet fou de ce que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en état d'urgence, nous avons une place de la République qui est occupée matin, midi et soir et nuit, avec des slogans qu'on connaît parfaitement. Enfin, il y a que dans l'univers, pardon de vous dire ça, mais il y a que dans l'univers médiatico-parisien qu'on fait semblant d'être fasciné par ce spectacle qu'on connaît par cœur. Mais tout ça, surtout, et c'est ça qui pour moi est terrible, donne le sentiment d'une crise de commandement pour notre pays. Il y a aussi une aspiration au renouvellement. D'un côté, on a les jeunes de Nuit debout, de l'autre, on a la primaire des citoyens, voulue maintenant par Alexandre Jardin, par Corinne Lepage. Comment vous analysez ces mouvements ? Oui, on a même Emmanuel Macron, oui, c'est les deux infinis. Bon, tout ça... C'est une erreur de mettre tout ça côte à côte. Il y a un certain nombre de commentateurs qui disent, mais finalement, il y a une aspiration à autre chose. Bah, évidemment, est-ce que vous ne prenez pas en compte ça ? Mais évidemment qu'il y a une aspiration au renouvellement. Mais comment peut-il en être autrement ? Voilà des années et des années, ça ne date pas de la gauche d'ailleurs, que les gouvernants successifs n'ont pas de résultats. Pardon, mais aujourd'hui, notre sujet, il est celui-là. Peut-on renouer avec l'esprit de commandement ? Peut-on avoir enfin à la tête de notre pays un chef de l'État qui décide, et qui décide conformément à ce pourquoi il a été élu. Le problème de François Hollande, malheureusement, c'est que cette loi travail pavé de bonnes intentions, ce sont des mesures, je vous l'ai dit tout à l'heure, que la droite aurait dû prendre. Le seul problème, c'est qu'il a été élu, lui, pour proposer une taxe à 75% pour les plus riches. C'est un virage à 180 degrés. Et donc, ça rend son équation politique impossible. Je comprends, moi, l'exaspération des gens. Vous avez été plusieurs années patron de l'UMP. Vous avez été obligé de démissionner de la présidence de l'UMP. Les Français ont ça en mémoire. Aussi, vous avez été éclaboussé par l'affaire Big Malion, à défaut d'être frontalement touché. Vous comprenez quand même qu'on ait du mal à vous suivre sur cette envie de cheffer. Là, je suis quand même Non, mais obligé... votre candidature à la primaire, c'est une rédemption ? Non, attendez, on n'est pas... On est en République laïque, je propose qu'on mette les choses qu'on remette l'église au milieu du village, si vous le permettez. Juste un mot, Véronique, comme vous connaissez tout ça, et que vous n'avez pas terminé sans doute votre phrase, vous auriez dû peut-être préciser que j'ai été effectivement pointé du doigt, accusé avec une grande violence sur une affaire dite Big Malion, et que 18 mois après les investigations poussées qui ont été faites par les magistrats, ceux-ci ont considéré qu'il n'y avait aucun élément pour me mettre en examen. Comme vous ne l'avez pas dit. C'est important de le rappeler. Vous oubliez d'insister sur le fait que vous avez dû quitter la présidence de l'UMP, ça c'est un fait. Oui, et pourquoi je l'ai quitté ? Je l'ai quitté dans un climat de violence, de haine, parce que ça a finalement arrangé peut-être un certain nombre de gens de me désigner comme coupable idéal.
Mercredi, pour le sénateur socialiste de la Nièvre, Gaëtan Gors, proche des frondeurs, François Hollande est un problème et il l'appelle à renoncer à se présenter à l'élection présidentielle de 2017. Et aujourd'hui, François Hollande a perdu la confiance des Français, c'est très net, et une partie de la gauche aussi désormais. Donc il doit en tirer les conséquences. C'est-à-dire que plus tôt il annoncera qu'il ne se représente pas, mieux cela vaudra pour la gauche. J'allais dire, c'est la même chose pour Sarkozy. À droite, on voit très clairement que l'opinion française ne veut plus ni de Sarkozy, ni de François Hollande. Il faudrait donc, si l'un et l'autre pouvaient agir dans le sens de l'intérêt de l'État et du pays, qui décide très clairement de laisser le débat s'ouvrir pour 2017 autour d'autres personnalités. Donc le souhait que je forme, aujourd'hui presque l'appel que je lance, c'est que François Hollande et Nicolas Sarkozy renoncent à être candidats à la présidentielle. Moi je ne peux que l'inviter à le faire, il faut tirer les conséquences d'un échec, et c'est un échec. La gauche est divisée, le pays ne repart pas, la confiance n'est pas là, l'économie est en difficulté, ce n'est pas pire que Sarkozy. Mais justement, quand vous faites ce parallèle, la conséquence c'est que les Français se disent alors il ne reste plus que l'extrême droite. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut absolument aider à construire une alternative à ceux qui sont en place. Mais est-ce que vous reconnaissez Manuel Valls, le Manuel Valls qui a voulu être un Premier ministre réformiste? Vous le reconnaissez? Emmanuel Valls est dans une position impossible. Je pense qu'au fond même, il faut saluer, je ne suis pas du tout proche de la politique qu'il mène, mais il faut saluer au fond sa détermination, qui est celle d'un homme d'État, d'assumer au fond ses responsabilités de Premier ministre dans des conditions qui sont particulièrement difficiles. Est-ce qu'il y a une autre solution possible? Ce matin, il y a un sondage IFOP Fiducial Sud Radio qui place nettement en tête dans des personnalités largement préférées des Français pour la gauche, c'est Emmanuel Macron qui vient de fonder son mouvement. Est-ce que ça représente un espoir pour la gauche aujourd'hui, ou c'est pas ça la solution? Pour le coup, lui, il est rafraîchissant dans son approche, mais ses idées sont très vieilles. On voit bien quand même qu'elle s'appuie sur une conception, c'est le vieux libéralisme qui essaye de se manifester sous une apparence beaucoup plus enthousiasmante qu'auparavant. Mais pourquoi les Français le plébiscitent? C'est pas tellement pour son programme, c'est parce qu'il a l'air de sortir en dehors, il a l'air hors système. Il n'appartient pas ou il n'appartenait pas avant à ce système, alors qu'il y en est au fond très largement issu. Vous êtes pour une primaire? Oui, je suis effectivement pour une primaire. Ça me paraît pas. C'est sans doute la pire des solutions, mais comme disait l'autre, Alexandre. Mais toujours sans François Hollande pour donner toutes ses chances à la gauche d'avoir un candidat au second tour. Le problème, vous l'avez bien compris, c'est que si François Hollande est candidat, le Parti communiste, les le Verts problème, et c'est d'autres François ne Hollande. participeront pas. Bien sûr, le problème, c'est François Hollande. Sur les jeunes demandeurs d'emploi, est-ce que les réponses de Manuel Valls en début de semaine, est-ce que elles sont à la hauteur, notamment le prolongement des bourses, la surtaxation des CDD? Est-ce que c'est la bonne méthode ou finalement vous dites... Non, je pense qu'on se trompe dans l'analyse qu'on fait de la contestation à la loi El Khomri. C'est un prétexte, c'est une sorte de symbole. Ça, c'est hors loi El Khomri d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Il y a une situation de précarité qui n'a fait que s'aggraver sur le marché du travail. Ça n'a pas commencé avec François Hollande, ça a commencé bien avant, mais ça s'est prolongé. Il est particulièrement ressenti par les jeunes et cela traduit, et c'est assez normal, un désarroi et une colère qui s'expriment. Et les mesures partielles qui seront prises ne pourront pas désamorcer totalement cette colère parce que c'est des réformes structurelles qu'il faut engager. Ce matin, dans Libération, Manuel Valls déclare « Nous devons, je le cite, être capables de faire la démonstration que l'islam est compatible avec les valeurs de la République. » C'est un discours qui vous va bien? C'est la bonne approche? Sur le principe, il me va très bien. Évidemment, l'islam doit être compatible avec les valeurs de la République et la République doit permettre... C'est ça l'enjeu? Mais ce n'est pas l'enjeu. Puisque vous me posez la question, je pense qu'il faut arrêter d'interpeller en permanence l'islam français qui en plus n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de structure qui prend des décisions. L'islam français, ce sont des centaines de milliers de personnes qui, sur le terrain, vivent leur foi d'une manière très différente d'ailleurs, plus ou moins intense. Arrêtons de mettre en permanence le doigt sur l'islam. Il y a évidemment un gros enjeu par rapport à la radicalisation de certains groupes, à certaines formes de réflexion comme le salafisme, menant une action concrète par rapport à cela. Le vrai sujet, c'est les problèmes d'intégration dans les banlieues, le travail qu'on doit mener pour favoriser l'insertion de celles et ceux qui ont du mal à trouver leur place dans la société. Vous nous avez dit pendant toute l'interview que le gouvernement se portait mal, que la gauche se portait mal. Ce matin, le Parti socialiste lance sa belle alliance populaire, alliance avec les petits partis, et avec des personnalités de la société civile. Est-ce que c'est un enterrement de première classe désormais pour le PS? On a l'impression que c'est un comateux qu'on n'arrive pas à réanimer. Le Parti socialiste. La question, il faudrait la poser aux dirigeants socialistes qui se livrent à ces simulacres et à ces mascarades. Moi, je ne participe plus d'ailleurs aux instances du Parti socialiste, tellement je suis désespéré de voir la façon dont on n'aborde pas les sujets. Bon, donc là, on voit bien qu'on essaye de faire des replâtrages, trouver des solutions médiatiques. Je me dis que ce n'est pas la gauche qui parle, mais je me dis en revanche que c'est bien d'une certaine façon de voir la société française qui appartient à certaines élites qui ont totalement perdu. Vous n'avez pas encore la tentation de tout simplement déchirer votre carte parce qu'effectivement, vous n'êtes pas langue de bois ce matin. Je suis socialiste. J'ai adhéré au Parti socialiste
socialiste a 16 ans. Et si vous me demandez ce que c'est que le socialisme, je vous dirais, pour moi, ma définition, c'est-à-dire organiser la société autour des valeurs de démocratie et de justice. Je reste socialiste. Le problème, c'est que ceux qui dirigent ce parti le sont de moins en moins. Et ce n'est pas une raison pour moi de renoncer à ce qui me définit politiquement depuis toujours. La DGSE aurait surveillé Thierry Solère. Est-ce que ça vous paraît plausible ? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut interpeller le membre de la commission Défense nationale et Affaires étrangères du Sénat ? La privatisation des moyens de l'État est quelque chose qui ne peut que choquer. C'est un phénomène qu'on a malheureusement beaucoup connu sous le quinquennat de M. Sarkozy. C'est faire les preuves maintenant. Moi, malheureusement, je ne serais pas surpris vu tout ce qu'on a pu voir pendant ce quinquennat. Jeudi, pour Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, c'est trop tard. François Hollande ne convaincra plus les Français et l'intervention télévisée du chef de l'État n'y changera rien. Mais je pense que le président de la République, ça n'est pas un problème de communication qu'il a, c'est un problème de politique, de choix politique. Donc il peut essayer toutes les opérations de communication qu'il veut, s'il ne change pas de cap politique, il ne convaincra plus les Français, singulièrement ceux qui l'ont élu en 2012 et auxquels il a tourné le dos tout au long de son quinquennat. Donc le problème est très profond et je ne sais pas, et je crois qu'il est trop tard pour le président de la République pour convaincre la France. Julien Drey, qui le défend beaucoup, dit cette émission, ça doit permettre de prouver qu'il est de gauche, qu'il est toujours de gauche. Bah, c'est un aveu en soi. Hein. C'est comme Manuel Valls qui dit hier, ça fait 30 ans qu'on me demande si je suis de gauche. C'est bien qu'il y a un problème. Emmanuel Macron lui demande de faire son bilan maintenant en vue de 2017. Comment qualifieriez-vous, vous, le bilan de François Hollande ? Je pense qu'il est... Il est doublement désastreux. D'abord au plan social, parce que la situation s'est considérablement aggravée depuis 5 ans. Le bilan de Hollande est aussi désastreux, j'ai envie de dire, politiquement, démocratiquement. Parce qu'une fois encore, et c'est ce qui provoque cette défiance massive dans le pays, un président de la République, après celui qui l'avait précédé, a trahi la confiance des Français. La question qui est devant nous, c'est celle de construire, et nous avons encore plusieurs mois pour le faire, mais ça devient urgent, c'est de construire un nouveau projet à gauche et une candidature qui ne peut pas être celle de François Hollande, et a fortiori celle de Manuel Valls. Selon vous, c'est terminé, on n'en parle plus des primaires ? Non, je pense qu'il y a au contraire une très grande exigence à gauche, chez les gens que je rencontre, qu'émerge une candidature large, une candidature commune. Mais en même temps, les gens nous disent tous, ça ne peut pas être celle de François Hollande. Donc évidemment, le Parti socialiste, la direction du Parti socialiste, parce qu'il y a des socialistes qui pensent, beaucoup de socialistes qui pensent différemment, mais la direction du Parti socialiste, elle s'acharne à dire, si on fait une primaire, c'est pour désigner François Hollande. Ça n'a pas de sens. Il faut commencer par discuter du projet et ensuite des candidatures. Je vais pas commencer... Cela étant dit, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas vraiment discuté du projet. Il est arrivé à la télé, il a dit voilà, je suis candidat à la primaire. C'est un des problèmes devant lequel nous sommes. Je suis candidat à la présidentielle. Donc moi, je ne vais pas commencer à piétiner le processus, que je dis, en déclarant une candidature de plus. Et nous allons nous-mêmes faire une consultation citoyenne. Vous avez un calendrier précis ? Je pense que nous pouvons faire ça jusqu'au début de l'automne. Nous avons tous les mois qui viennent doivent être utilisés à ça. Il faudrait que Jean-Luc Mélenchon s'inscrive avec nous dans la construction de ce processus collectif. Dans votre livre 99%, vous parlez d'un pouvoir collectif. Ce qui se passe actuellement avec le mouvement Nuit debout, c'est ça le pouvoir collectif ? Mais c'est les mobilisations sociales, c'est le travail que font les syndicalistes, c'est Nuit debout, c'est tout un tas d'énergie citoyenne qui se déploie en permanence dans le pays et qui font justement tenir debout le pays. Il y a dans les quartiers, dans les entreprises, dans nos villes, dans nos communes, dans nos villages, des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui, eux, continuent à faire du vivre ensemble, continuent à faire de la... Pierre Laurent, pardon, mais si on prend Nuit debout, par exemple... On est à quelques centaines, quelques milliers de personnes. Il y a 65 millions de Français. De quoi parle-t-on ? Oui, mais de quoi parle-t-on ? Il y a, avec Nuit debout, c'est un symptôme. Il y a derrière ça une attente citoyenne très forte de reprendre du pouvoir sur la politique. Il y a beaucoup de choses. Il y a en ce moment des milliers d'élus locaux, de petites communes, qui essayent de résister au mouvement d'écrasement des communes, de regroupement forcé des communes, qui est la conséquence de la loi NOTRe qui a été adoptée. Il y a partout des gens qui essayent, qui résistent, qui construisent autrement. Je rappelle quand même que les gens qui ont commis les attentats à Paris et à Bruxelles
ce n'est pas en avion qu'ils se déplaçaient, c'est en voiture entre Paris et Bruxelles, au point même que la police française a reconstitué à leur près leur trajet. Donc soyons sérieux, si on veut lutter contre les filières djihadistes, le PNR n'est pas la solution miracle. Manuel Valls présente son plan pauvreté tout à l'heure à Mantes-la-Jolie. Justement, pauvreté, Mayotte, ça vous dit forcément quelque chose. 13 jours de grève générale avec en fond une revendication l'égalité réelle, que les prix soient les mêmes qu'en métropole. 4 nuits de violence, la réponse, les CRS. C'est la bonne réponse ? Évidemment, ça n'est pas la bonne réponse. Et j'attire l'attention sur le fait, et je pense que le débat sur la loi égalité réelle va mettre en lumière ce problème, que la situation des départements et des territoires d'outre-mer est à nouveau dramatique. Alors, ça va mieux ? Ça va pas mieux ? Vendredi, la secrétaire d'État à la ville, Hélène Geoffroy, qui était notre invitée, au lendemain de la prestation télévisée du chef de l'État, tente de le défendre. Il a été objectif, il a expliqué pourquoi la France allait mieux, parce que l'économie allait mieux, parce que nous créions enfin de l'emploi, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. C'est un fait, c'est objectif. Il a dit aussi qu'un certain nombre de jeunes avaient retrouvé le chemin de l'emploi par tous les dispositifs que nous avons mis en place. Il a dit que les déficits se réduisaient, donc c'est objectif quand il dit cela. En même temps, ce qu'il dit, le président de la République, il a dit « J'ai conscience au moment où je le dis que les gens qui ne vont pas mieux pourrait se dire, est-ce que je suis déconnecté ? Mais j'ai conscience qu'il y a des gens qui ne vont pas mieux. Écoutez, c'est pour ça que notre action continue. Avec François Hollande, vous dites, la France va mieux, je suis désolé, mais quand on regarde par exemple hier, l'actualité d'hier, Manuel Valls va à Mantes-la-Jolie pour présenter les grands axes du plan pauvreté. Bon, le RSA, augmentation de 2%, annonce faite hier, 2 millions de personnes qui sont concernées. Est-ce que c'est ça la France qui va mieux ? 2 millions de personnes qui aujourd'hui sont au RSA, et la seule solution que l'on trouve, c'est augmenter ce RSA de 2%. Mais faut pas être contradictoire dans ce qu'on dit. On dit que l'économie se redresse. C'est une condition sine qua non pour créer de l'emploi. Je crois que tout le monde le dit et le redit avec énergie. Qu'aurions-nous dit si les chiffres du chômage sont en augmentation tous les mois, Madame Geoffroy. Si les déficits avaient continué à croître. Ce que nous disons aussi, c'est que nous créons de l'emploi. C'est quand même important que le solde devienne enfin positif dans notre pays, que nous cessions d'en détruire. Ce qu'a dit le président de la République aussi, c'est que nous avons une démographie dynamique. Il n'y a pas longtemps, c'était le sujet. Est-ce que nous faisions des enfants ? Nous continuons à en faire et c'est une chance pour notre pays. Je crois qu'il l'a fort bien dit aussi. Nous luttons contre la pauvreté. Et pour les gens qui auront une augmentation du minimum social que nous avons lissé sur tout le quinquennat, ce n'est pas une annonce nouvelle, nous le faisons depuis le début du quinquennat, c'est bien aussi... je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Donc c'est mieux d'être au RSA plutôt que d'avoir du travail. Je ne crois que je n'ai jamais dit ça. Sur la question des CDD, il n'y a pas de surtaxe supplémentaire aujourd'hui. Au moment où nous en sommes, nous disons que dans la loi va être introduite une possibilité de modulation qui va être laissée dans son appréciation aux partenaires sociaux. Donc la discussion, elle ne sera pas dans le texte de loi, elle sera chez les partenaires sociaux. Je crois que le président de la République l'a rappelé très clairement. La surtaxe existe déjà aujourd'hui. Absolument. Elle n'empêche pas d'embaucher des CDD puisque, on l'a redit, la plupart des embauches se font en CDD aujourd'hui en France. Tous les deux ont dit que les principes de la laïcité devaient être très fermement appliqués dans tous les domaines, à l'université comme ailleurs. Aujourd'hui, je crois que ce que nous avons devant nous, c'est à redire, à réexpliquer ce qu'est la laïcité pour qu'elle soit... Est-ce qu'il y a un problème de voile à l'université ou pas ? En tout cas, les universitaires aujourd'hui ne le disent pas, ne le présentent pas cela comme une question. Il y a d'autres sujets qui les préoccupent, c'est la réussite des étudiants aujourd'hui et leur accès sur le marché du travail. Les problèmes de radicalisation justement dans les quartiers, dans les villes, c'est un sujet que vous connaissez bien. 9000 signalements de personnes radicalisées, a dit le chef de l'État hier soir. Sur la question des maires démunis face à la radicalisation, ce n'est pas qu'une question financière, a dit le président, ce n'est pas que la conséquence de la pauvreté. Alors c'est quoi ? Ce que nous avons en tout cas entamé pour les quartiers, de l'ensemble de nos quartiers populaires, c'est un travail sur la prévention de la radicalisation en formant tous les acteurs qui interviennent sur le terrain. C'est quelque chose d'immense, de former les acteurs associatifs, les fonctionnaires qui interviennent. Sur cette question, les Français avaient besoin d'être rassurés hier soir. Est-ce que le chef de l'État a rassuré les Français ? Le chef de l'État a dit que l'action publique était en cours. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir qu'on est capable de détecter des signes de radicalisation ? François Hollande l'a clairement dit hier, il attendra à la fin de l'année. La fin de l'année, ça veut dire fin décembre. Et les primaires de la gauche, elles ont lieu peut-être début décembre. C'est un enterrement de première classe de cette primaire. Il ferme le jeu ?
Non, parce que le Parti socialiste a été très clair. Il dit qu'il souhaite faire la primaire. Je pense avec ou sans François Hollande. Je crois qu'il n'a pas donné, enfin il n'a pas été aussi précis dans un calendrier, le président de la République. Donc évidemment, ma famille politique vous souhaitez fera qu'il les choses en cette primaire? Moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'il soit notre candidat l'année prochaine, parce que je pense qu'avec finalement les 5 années que nous avons vécues, mais si les primaires existent, et le parti les porte évidemment dans le cadre des primaires, mais moi je vous dis, ma conviction profonde, c'est que François Hollande soit notre candidat l'année prochaine. Hélène Geoffroy, on termine avec votre action au ministère de la Ville. Vous placez l'école au centre et au cœur de vos préoccupations, et l'UNICEF place la France, elle, à la 35e place sur les inégalités de bien-être dans les pays européens. Ça va mieux là ? Ça va mieux. Je vous rappelle que les études sont quand même antérieures à la majorité de ce que nous avons fait dans notre quinquennat. C'est pas la panacée, mais à mon avis, c'est le début de quelque chose de fondamentalement important, redire que la promesse républicaine va être tenue par les écoles. Voilà, c'était les meilleurs moments de Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Bonne semaine.